Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 53 de la Web TV de Veille Stratégique. Ce dernier bulletin du mois de septembre que nous enregistrons donc aujourd'hui 27 septembre à 9 heures passées de quelques minutes. Aujourd'hui, une fois encore, nous allons concentrer notre travail de présentation sur deux sujets. Tout d'abord le Proche-Orient, la situation à la fois au Liban et puis ensuite en Israël et en Palestine, et dans un second temps, la situation en Ukraine. Alors en ce qui concerne la situation au Proche-Orient, pour commencer, avant de revenir sur le déroulé des bombardements, des frappes diverses, des interventions israéliennes à Gaza ou en Cisjordanie. L'information la plus importante qui date donc d'hier, qui vient notamment des canaux d'information israéliens, c'est qu'Israël aurait obtenu une nouvelle aide de 8,7 milliards de dollars de la part des États-Unis pour soutenir son effort militaire. Et donc, afin de lui permettre de maintenir son avantage sur le terrain militaire, cette aide se découperait donc en deux parties, 3,5 milliards de dollars pour l'achat de matériel essentiel en temps de guerre. Donc là, on peut entendre derrière les mots qu'il y a probablement des stocks de munitions et notamment des bombes guidées et surtout des bombes anti-bunker qui sont capables d'aller frapper en profondeur des installations enterrées. On pense notamment à celle du Hezbollah. On pense aussi aux bombes qui sont utilisées régulièrement depuis près d'un an sur Gaza. Et puis, on parle de 5,2 milliards de dollars pour tout ce qui concerne le dôme de fer et les systèmes de défense anti-aérien d'Israël, afin d'assurer la protection du ciel israélien qui, comme on va le voir, subit des attaques d'un peu partout, puisqu'on a les frappes du Hezbollah, et puis on a eu aussi des frappes cette nuit, c'était pas les premières, de la part d'Ansar Allah depuis le Yémen. Alors en ce qui concerne les opérations vers le Liban, donc on a donc des frappes aériennes qui ne cessent de se multiplier depuis la semaine dernière, enfin la fin de la semaine dernière, ce week-end. Donc là, on a vu qu'on avait franchi un cap en termes de déploiement de force, c'est-à-dire qu'on a eu d'abord on avait compté environ 1000 frappes, donc c'était sur les journées de dimanche et lundi, qui restent probablement les journées les plus noires de l'histoire du Liban depuis la guerre civile. On avait estimé qu'on était à environ 500 morts, dont des enfants, bien évidemment, des innocents qui ont été touchés. Je reste toujours dans cette idée de comparer le nombre de morts civiles par rapport au nombre de frappes, non pas par cynisme, mais justement pour pointer du doigt le cynisme israélien par rapport à ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que là, on évite le pire parce que, notamment, on a la volonté au niveau international, la volonté très hypocrite de montrer qu'on essaye de faire quelque chose qui ne vise pas délibérément les civils et qu'on va les laisser partir, et que bien sûr ces civils ont pu quitter les lieux, ce qui n'est pas le cas à Gaza, où les Gazaouis sont complètement enfermés dans cet enfer, où on leur dit de se déplacer d'un point à un autre depuis un an, alors qu'on n'arrête pas de bombarder à tout va, et que, comme certains l'ont dit, Gaza ressemble désormais à un parking à force d'avoir été fracassé par les bombes israéliennes. Donc là, on a constaté une diminution du nombre brut de cibles, mais pas de l'intensité des bombardements, c'est-à-dire que ça frappe toujours avec des bombes très lourdes pour vraisemblablement aller, donc comme je viens de l'évoquer par rapport à l'aide militaire américaine, aller frapper des bunkers dans la profondeur. C'est là qu'on voit l'hypocrisie américaine, puisque d'un côté, on a les États-Unis qui appellent à des cessez-le-feu, qui appellent à arrêter tout ça, et puis qui, de l'autre côté, continuent de fournir les matériels, et je pense qu'il n'y a aucune garantie qui a pu être négociée sur le fait que ces bombes ne pourraient être employées qu'à Gaza et pas au sud Liban. Faut malheureusement pas se voiler la face. Donc on voit que les frappes se concentrent bien évidemment, on vous a mis la carte, sur le sud du pays, la zone principale qui est occupée par le Hezbollah,
et également sur la majorité des grandes villes du Liban où Tsahal doit probablement avoir logé certains responsables du mouvement et tente de les viser. Alors par rapport à cette idée des responsables du mouvement, il apparaît que par rapport à ce qui s'est passé avec l'attaque initiale d'abord des pagers puis ensuite des talkie-walkie, que ces attaques visaient les services de sécurité intérieure du Hezbollah et pas l'appareil militaire du Hezbollah. Hein, on a eu des informations qui sont venues corriger cette première appréciation. C'est toujours très compliqué en temps de guerre d'avoir une information qui est précise au bout de 24 heures ou 48 heures. Donc, par contre, ce sont bien les frappes aériennes israéliennes qui ont commencé à porter des coups majeurs à certains commandants du Hezbollah, dont certains comme Ibrahim Akil, qui, rappelons-le, fait partie des gens qui étaient là avant le Hezbollah, hein, comme Moghadni qui était là au moment des attentats du Drakkar, qui était là, je l'avais oublié l'autre jour, au moment de l'assassinat de notre compatriote sociologue Michel Seurat, qui était là au moment de l'organisation des attentats en France dans les années 85-86. Donc voilà, ces gens-là, bien sûr, le Hezbollah étant né officiellement, je crois, en 85-86, quand on parle des attentats du Drakkar, ces gens-là étaient là sous une autre étiquette, hein, mais c'est toujours ces gens-là qui ensuite ont monté la branche militaire et parmi les unités d'élite du Hezbollah. Donc voilà, ce sont les frappes aériennes qui ont permis de toucher les chefs militaires, alors que les attaques qui ont été menées avec les pagers et avec les talkie-walkie, elles ont visé les services de sécurité, puisque vous le savez, le Hezbollah est une espèce d'État dans l'État, hein, où remplace l'État libanais en termes d'exercice des fonctions régaliennes. C'est d'ailleurs cette partie-là qui est reconnue comme tout à fait normale par la communauté internationale et notamment la France, qui reconnaît que c'est l'existence du parti politique qui a tout à fait droit d'exister et pignon sur rue dans le sud Liban. Et donc ces forces-là sont les forces constabulaires de toute la région qu'occupe le Hezbollah au sud Liban. Et donc ce sont eux qui ont été visés par les attaques de pagers et de talkie-walkie, alors que les chefs militaires dont on a parlé, eux, ont été touchés par les frappes israéliennes. Et donc on peut supposer qu'aujourd'hui, la poursuite des frappes vise une nouvelle fois à cibler les différents commandants qui seraient toujours vivants. On a eu aussi des explications de gens qui sont très pointus sur les systèmes de communication, qui nous disent que le système de communication militaire du Hezbollah reste intact pour le moment et qu'il a donc la possibilité de continuer à coordonner ses opérations militaires. Ça semble se vérifier d'ailleurs par les frappes que mène le Hezbollah sur Israël depuis le début de la semaine, hein. Puisqu'on a vu, hein, notamment, ça c'était très 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 impressionnant, le QG du Mossad et le QG des forces spéciales de la marine israélienne être frappés hier par notamment un drone kamikaze, hein. Nos amis du Diplomate Média ont mis les vidéos en ligne, on vous invite à aller les consulter. C'est une première que le Hezbollah ou qui que ce soit d'ailleurs soit en capacité de viser le QG du Mossad, hein. Là ça montre la capacité donc effectivement encore de frapper du Mossad, du Hezbollah, donc le QG du Mossad a été visé par un missile Qader 1 qui, semble-t-il, a été intercepté, mais en tout cas, ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors, pour revenir à ce qui se passe au Liban même, en termes de victimes, hein, aujourd'hui, on doit avoir dépassé, malheureusement, les 700 tués, et plusieurs, bien sûr, milliers de blessés. On a également donc un exode, on en a vu des images en début de semaine, qui est chiffré alors par certains organismes de l'ONU à 90 000 personnes qui donc sont eux restés dans le territoire libanais et qu'on fuit vers le nord. On nous annonce qu'une vingtaine de milliers de citoyens libanais ont quitté le pays vers la Syrie, hein, puisque les frontières syriennes sont très proches.
Le comité d'urgence libanais, lui, parle d'environ 150 000 à 200 000 personnes qui ont déjà été déplacées depuis donc 5-6 jours après le déclenchement des frappes aériennes et de missiles israéliens. Donc c'est un exode absolument phénoménal qui crée un chaos terrible. Et donc je rappelle par rapport aux histoires d'appellation que on peut considérer qu'un État comme Israël ou les États-Unis ou même comme d'autres comme la France qui fait des opérations homo pour éliminer des gens peut pratiquer le terrorisme. Néanmoins, d'un point de vue du droit international, je rappelle qu'il est beaucoup plus, je vais pas dire intéressant, mais qu'il est beaucoup plus pratique pour la suite de venir qualifier tout ça de crimes de guerre ou, comme on le subodore depuis longtemps à Gaza, de crimes contre l'humanité. Parce que tout ça, je rappelle que par rapport aux notions de terrorisme qui sont très vagues, et c'est pour ça que nous vous avons donné notre définition qui n'engage que nous. Il n'y a pas de définition, il y a des définitions linguistiques, mais il n'y a pas de définition en termes de droit. Ce qui fait que pour des condamnations éventuelles, voilà, personne, quand l'Allemagne nazie menait des raids de terreur, c'est pour ça que j'ai employé ce mot il y a une semaine, quand l'Allemagne nazie menait des raids de terreur avec les V1 et les V2, on n'a pas condamné les Allemands pour terrorisme, on les a condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc aujourd'hui, si on n'a pas employé le mot terrorisme particulièrement pour définir ce qu'a fait Israël depuis le début des opérations à Gaza ou en Cisjordanie ou au Liban aujourd'hui, c'est parce que pour nous, ça va probablement relever d'une notion qui est bien plus importante sur le plan légal, et on l'a vu avec la CPI ou avec la CIJ, c'est par rapport au fait qu'on a là des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis. Alors, il est vrai que sur le plan fonctionnel, si ce qui a été donc visé par les pagers, l'explosion des pagers et l'explosion des talkie-walkie, on vise des forces constabulaires qui n'ont pas forcément donc de lien avec les opérations militaires du Hezbollah, là c'est sûr que ça relève de l'opération terroriste d'État. Mais il est plus intéressant en termes de droit de venir expliquer que Israël commet des crimes de guerre et qu'Israël commet probablement un crime contre l'humanité. Nous, on a évoqué, par rapport à ce qu'on a dit sur la Cisjordanie, la purification ethnique, parce que ça aussi c'est défini par rapport à ce qui s'est passé notamment en ex-Yougoslavie, avec la Cour pénale internationale, voilà où sont les qualificatifs de ce qui est en train de se passer et dont nous parlons depuis le mois de juillet, quand certains faisaient autre chose et qu'aujourd'hui parfois ils se permettent de nous donner des leçons. Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc voilà, on a eu donc des tirs du Hezbollah sur Israël, sur des cibles de très haute importance qui, donc semble-t-il, ont été pour certaines interceptées, notamment ce missile Qader 1, mais enfin là on voit qu'il y a donc encore des moyens militaires, ce qui correspond donc à l'analyse sur les cibles qui ont été touchées par les attaques, les explosions des pagers et des talkie-walkie. Et puis derrière, donc on a hier Ansar Allah, les Yéménites, les rebelles yéménites, qui eux ont tiré également sur Israël, et on nous annonce, alors c'était hier soir, on nous annonce ce matin, à 9h passées, que les missiles, eux, ont été interceptés. Voilà, alors je pense qu'on va continuer dans cette logique, parce que malgré tout ce qui nous est dit sur les plateaux de télé, tout ce qui nous est dit à l'ONU, on a vu le ministre des Affaires étrangères libanais hier devant le Conseil de sécurité remercier l'initiative de la France qui tente de jouer un rôle dans la continuité de la longue histoire qui lie la France au Liban, qui fait que il y a une espèce de solidarité entre les deux pays depuis très longtemps et qui date de l'époque des croisades, qui remonte pas simplement au XXe siècle, même si elle s'est manifestée de manière plus importante au XXe siècle. Mais là, on voit bien que c'est
le cinéma, le spectacle médiatique dont je ne cesse de parler, notamment quand je fais allusion à la crise ukrainienne et à ce qu'on essaie de nous vendre sur les plateaux télé. On voit bien que donc Emmanuel Macron dit ce serait une faute de la part de Benyamin Netanyahou d'attaquer, de lancer une guerre, etc. Alors aujourd'hui, avec le recul qui nous permet de comprendre que la branche militaire du Hezbollah n'a pas été totalement décapité, parce que même si c'est pas avec les pagers ou les talkie-walkie, même le Hezbollah reconnaît lui-même la mort notamment d'Ibrahim Akil ou d'autres de ses officiers supérieurs au sein de sa structure. On voit tous les jours sur certains réseaux Telegram qui sont libanais et proches du Hezbollah, on voit les photos des commandants, des officiers du Hezbollah qui viennent d'être tués par les frappes israéliennes. Donc c'est bien une réalité. C'est simplement le mode opératoire qui a changé et qui provoque donc du coup la mort de plusieurs maintenant centaines de civils, avec donc toujours cette hypocrisie, c'est-à-dire que là, on voit bien que Israël fait des efforts. Ça ne veut pas dire qu'on salue ces efforts, ça veut dire qu'on les souligne pour dire, là c'est marrant, vous en faites, et vous faites moins de morts civiles que ce que vous faites à Gaza, ce qui prouve bien que quand vous avez une autre intention que de tout raser et de tout détruire, vous êtes capable de le faire. Et donc, le Hezbollah va continuer, je pense, de frapper. Je ne sais pas si Israël va être en capacité de rentrer au sud Liban, et je rappelle, et ça je l'ai dit, mais alors depuis, je pense, le printemps dernier, quand on a eu cet échange de frappes entre l'Iran et Israël, c'était au mois d'avril, si les Israéliens rentrent au sud Liban, au niveau terrestre, ça va être extrêmement compliqué, militairement. Je rappelle que l'incursion de 2006 leur a coûté très cher, et pas simplement sur le plan des pertes. C'est-à-dire que militairement, ils ont subi une défaite du Hezbollah qui s'était retranché. Alors, je veux bien croire que les soldats israéliens, les officiers israéliens ont fait un retour d'expérience. J'ai lu beaucoup de rapports il y a quelques années sur ces questions, donc je sais que le travail a été fait. Maintenant, comment a-t-il été assimilé, comment est-il passé dans la doctrine, et comment peut-il être mis en œuvre, ce retour d'expérience, pour avoir non plus cette fois-ci une défaite, mais une victoire? Là, ça reste bien évidemment toujours très aléatoire. Voilà. Et bien évidemment, comme d'habitude, à force de bombarder de cette manière, et à force de tuer des civils en marge, puisque vraisemblablement là on est sur des frappes où on a donc des officiers du Hezbollah qui sont tués, et autour d'eux il y a 5, 6, 7, 10 civils qui sont tués. Donc ces gens-là ont des familles, et comme pour le Hamas, ces familles fourniront pour les années encore qui viennent, des combattants, des cadres politiques, parce qu'ils voudront venger la mort des leurs. Ce qui paraît tout à fait normal, mais ce qu'il faudrait finalement qu'un jour tout ça cesse, pour qu'on cesse cette spirale dont je parlais la semaine, enfin en début de semaine, de œil pour œil, dent pour dent, de la vendetta permanente, parce que on n'en sortira sinon jamais. Voilà. Et c'est bien évidemment là la responsabilité d'Israël de mener ce type de frappe de cette manière-là. Je rappelle que le Hezbollah, alors je ne sais pas si c'est des erreurs de tir, je ne sais pas si c'est volontaire, mais a frappé les colonies, a voulu frapper les colonies, parce que les missiles ont été interceptés, les colonies israéliennes illégales de Cisjordanie, en prenant le risque de voir certains missiles tomber sur les Palestiniens. Quel est l'intérêt ? Sinon de donner à la propagande israélienne des billes pour dire, regardez, ils tirent même sur leurs soi-disant amis. Voilà. Je rappelle, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, qu'au milieu de tout ça, il y a quelques-uns qui sont très silencieux, c'est-à-dire que on nous dit c'est la lutte du monde libre, de l'axe de la résistance, comme le disait Souleimani, etc., contre l'entité sioniste, etc. Ils sont où les pays arabes ? Ils sont où les pays arabes depuis une semaine, et ils ont disparu de la circulation. Je rappelle que aujourd'hui, les mobilisations les plus importantes sur le plan international pour hurler au loup contre Israël, elles sont en Europe de l'Ouest, elles sont aux États-Unis, chez certains intellectuels, chez certains hommes politiques. Le monde arabe est pris dans une gangue de silence honteux
qui est absolument catastrophique. Catastrophique. Hein, faut pas l'oublier tout ça. Hein. C'est-à-dire que là, on entend voler les mouches, tragiquement. Hein, c'est encore une fois les consciences occidentales qui sont le plus à la manœuvre pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Hein, il faut quand même apprécier tout ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, mais j'ai un doute sur le fait qu'Israël pénètre au Liban, même si, je ne cesse de le répéter, la folie eschatologique des gens qui sont à la tête du gouvernement israélien avec Benjamin Netanyahou qui leur sert on va dire, de porte-parole et d'exécuteur, sont eux convaincus qu'il faut aller au plus fort du fort pour provoquer la guerre de Gog et Magog et l'Armageddon pour l'avènement du Mashiach, hein, l'avènement du Messie, puisque c'est pour eux certain depuis le 7 octobre dernier que cette guerre a commencé et qu'elle doit s'étendre, hein, d'abord à la région et puis ensuite à la terre entière. Ces gens-là veulent précipiter la fin du monde tel que nous le connaissons. Voilà. Donc ce sont des fous dangereux. N'oublions pas que la première pierre qu'ils ont posée à cet édifice, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Où là, on pouvait effectivement déjà parler de terrorisme en Israël. Hein. C'était pas la première fois. On avait des gens, des partis extrémistes religieux qui avaient déjà planifié de faire sauter la mosquée d'Al-Aqsa. Hein. Voilà. Et ces gens-là, on en a un qui est à la tête d'un des ministères les plus importants en Israël, c'est Ben Gvir. Hein, qui lui faisait partie de ces mouvements, de cette mouvance terroriste extrémiste religieuse en Israël, hein, et qui lui a finalement pas réussi à faire de la politique, hein, sans que son passé le rattrape trop longtemps. Alors, bien évidemment, tout ça se passe, et pendant ce temps-là, comme je le disais déjà mardi, on regarde plus ce qui se passe. Gaza, il y a quelqu'un, en Cisjordanie, il y a quelqu'un. Donc on a toujours des combats et des frappes qui ont lieu dans l'enclave de Gaza. Hein. On a une école à l'ouest de Jabalia qui a été touchée, ça a fait encore 10 morts parmi les civils. On a encore des affrontements qui ont eu lieu donc au sud, dans la partie orientale de Rafah, où on a vu des images, alors vous pouvez les voir sur notre compte Patreon si vous êtes abonné, si vous nous avez rejoint, parce que vous le savez, avec les censures des différents réseaux les plus importants, si on publie ça, ça va être tout de suite censuré. Donc on l'a proposé sur Patreon, où on voit encore une embuscade qui est menée, donc c'est par les brigades Al-Qassam contre des colonnes blindées israéliennes, et voilà, on voit que, comme je ne cesse de le dire, les forces militaires du Hamas sont toujours à l'œuvre, malgré les déclarations israéliennes. Hein. Et donc, ça va justifier, bien évidemment, qu'on continue de tout aplatir, comme on vient de le souligner, avec encore 10 morts dans une école. Hein, on se demande comment on peut encore viser les rares infrastructures en nous disant que c'est uniquement pour détruire les combattants du Hamas ou les autres mouvements de résistance qui sont dans la bande de Gaza. Hein, voilà. Et donc en Cisjordanie, encore une fois, hier et dans la soirée de mercredi à jeudi, les Israéliens, de manière complètement illégale, en violation totale du droit international et des résolutions de l'ONU, parce que je rappelle que ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui disent regardez, le Hezbollah respecte pas les résolutions de l'ONU par rapport au déploiement le long du Litani, au nord, au sud du Litani, depuis donc la guerre de 2006. Puis derrière, eux, ils occupent la Cisjordanie et ils vous disent il y a pas de problème, on peut faire ce qu'on veut là-bas. Alors que là, on est en violation non seulement des résolutions de l'ONU, mais aussi des accords d'Oslo. Voilà. Donc là, on a encore 25 Palestiniens dont on n'a pas pu déterminer à quel mouvement ils appartenaient en particulier, de mouvement politique. Hein, alors on a un mouvement spécifique qui est dans la bande, en Cisjordanie. On a des gens vraisemblablement du Hamas, on a aussi probablement quelques cellules du djihad islamique, on a aussi bien sûr et majoritairement des gens du Fatah, mais on ne sait pas là, ils ont été arrêtés, on ne sait pas encore sous quelle étiquette les services israéliens les ont rangés. Et donc, on va bientôt atteindre les 11 000 personnes qui ont été arrêtées dans cette zone depuis le 7 octobre dernier.
Voilà ce long point sur la situation au Proche-Orient qui, à mes yeux, ne va absolument pas s'améliorer dans les heures et les jours qui viennent, même si j'ai un doute quant au fait que les Israéliens aient les moyens de mener une opération terrestre. Alors on nous dit qu'ils ont mobilisé deux divisions, dont une division parachutiste. Bon, voilà, peut-être vont-ils, sous le poids des extrémistes religieux, se lancer dans cette folie et faire basculer la région dans un conflit régional. Et là, c'est de la responsabilité. C'est pour ça que, pour une fois, Emmanuel Macron a bien désigné que c'était la responsabilité israélienne de pénétrer au sud Liban et pas celle du Hezbollah. Hein. On peut accuser le Hezbollah de certaines choses, mais là, c'est bien Israël qui est à la manœuvre. Et donc, c'est de sa responsabilité seule si ce conflit bascule d'un point de vue, on pourrait dire juste local, hein, entre un pays et une organisation paramilitaire ou militaire comme le Hezbollah, à toute la région. Hein. Est-ce qu'on va avoir un embrasement? Je pense que ça, c'est ce que souhaitent les kahanistes. Est-ce qu'on va leur donner raison ou non? Affaire à suivre. On verra ce que les heures qui viennent vont nous dire par rapport à tout ça. Alors avant de passer à la deuxième partie, donc sur l'Ukraine, eh bien écoutez, encore une fois, un grand merci à vous pour vos messages de soutien, pour vos commentaires positifs qui sont venus apporter des corrections, nous dire ah, attendez, là on a vu qu'il y avait des informations, notamment sur les pagers et les talkie-walkie qui permettaient d'avoir une autre vision plus fine, etc. Donc un très grand merci à vous encore une fois. Hein, quand tout ça est fait dans la courtoisie et la bienséance, on n'a pas la science infuse, la veille stratégique, hein, donc on est tout à fait capable de corriger des choses qu'on n'a pas pu voir correctement dès le départ, parce que comme je vous le dis, on traite de l'information en continu 24/24 avec une équipe qui est réduite et on peut pas, enfin réduite, non pas parce qu'on veut pas qu'il y ait des gens avec nous, mais parce que on n'est pas nombreux à vouloir faire ce type de travail de veille. Et donc, il peut y avoir des choses qui nous échappent, et puis bien évidemment parce que plusieurs canaux, je rappelle qu'une grande partie des informations qu'on utilise viennent de canaux qui n'ont rien à voir avec les canaux officiels, et notamment on a plein d'informations qui nous viennent de canaux russes, et donc ces canaux russes nous donnaient cette idée que les pagers et les talkie-walkie avaient confirmé ce que disaient les canaux occidentaux, et que ces attaques avaient visé la branche militaire du Hezbollah. Hein, voilà, c'est pas parce qu'on a écouté, je sais pas moi, CNN ou ce genre de médias, ou CBS News, qu'on vous a donné ce genre d'informations en fin de semaine dernière et mardi. Voilà. Alors, merci pour donc vos commentaires constructifs, merci pour les partages. Continuez de partager toutes les publications que nous faisons sur tous nos supports, hein, je rappelle, chaîne Telegram, mon compte X, Tercios del Sol, donc maintenant donc notre blog, hein, bien sûr, qui est là depuis très longtemps. Vous avez donc accès, si vous voulez, à un abonnement Patreon pour pouvoir avoir des vidéos et des articles supplémentaires qui sont traduits pour accéder à de l'information à un niveau encore supérieur, ce qui nous demande un travail encore plus important. C'est pour ça qu'on vous fait payer quelque chose de plus. On remercie tous nos contributeurs à travers PayPal depuis 10 mois qui nous ont permis de passer notamment à 2 bulletins hebdomadaires, qui nous ont permis de vous fournir, je vous invite à aller le voir, le bulletin spécial numéro 2 sur les forces armées indiennes, hein, qui semble-t-il est très apprécié par les gens qui l'ont vu pour le moment. Donc ça aussi c'est le fruit de vos dons. Et donc nous vous proposerons, comme prévu à tous, librement, gratuitement, un bulletin spécial numéro 3 sur les forces armées américaines fin d'année, hein, juste avant la trêve des confiseurs à Noël et Nouvel An. Et pour les abonnés Patreon, ils auront un dossier équivalent, mais cette fois-ci donc en accès réservé aux abonnés à partir de la fin du mois de novembre. Voilà. Et donc, ceux qui veulent continuer de nous soutenir via PayPal pour que cette émission-là, enfin ces émissions hebdomadaires se poursuivent, vous pouvez continuer de le faire parce que, comme on l'a rappelé mardi,
on a toujours besoin de fonds, hein, vous voyez, acquisition de disques durs amovibles pour continuer de pouvoir stocker nos données à l'avenir et de nous abonner à des sites d'information stratégiques, militaires, pour être au plus proche de l'actualité. Alors en ce qui concerne l'Ukraine, on va pas parler beaucoup du front, hein, je vous mettrai les cartes à la fin, mais il n'y a pas grand chose à dire pour les jours qui se sont écoulés depuis mardi. Ce qu'il faut noter, donc, c'est que vraisemblablement sur le plan de la grande stratégie, Vladimir Poutine va valider la nouvelle doctrine russe selon laquelle on va pouvoir frapper avec des armes nucléaires tout pays qui attaquerait la Russie avec des moyens conventionnels de type missiles, vagues aériennes. Bien évidemment, tout ça, c'est une rhétorique pour dire, ben voilà, si vous autorisez les Ukrainiens à utiliser des armes longue portée pour frapper jusqu'à 300 km dans la profondeur de la Russie, ce que les Ukrainiens font aujourd'hui, mais avec des moyens, je vais dire entre guillemets bricolé, hein, je repense toujours à cet avion, ce petit avion civil qui avait été transformé en drone pour parcourir plus de 1200 km de mémoire et frapper une usine. Les Ukrainiens ont probablement utilisé de nouveau ce genre de vecteurs au cours des dernières attaques. Maintenant, voilà, donc la Russie dit, bon bah nous on s'autorisera maintenant à frapper avec nos armes nucléaires si on nous attaque avec des armes conventionnelles sur des infrastructures qu'on juge comme étant stratégiques et vitales pour nous. Alors ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ça, on a donc Zelensky qui est venu nous faire son numéro à l'ONU pour nous dire le plan de victoire, etc. Bon, très bien. On attend toujours le détail qui sera fourni à Biden. Je crois que c'est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Enfin, en fin de journée pour nous Français. Commence dans son allocution par nous dire que voilà, il y a un risque d'escalade nucléaire. Ah, voilà, alors c'est pas très compliqué, comme l'a souligné notre ami Hervé Carès. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule zone, enfin il n'y en a plus qu'une, parce qu'il y a eu la centrale de Koursk qui avait été visée au mois d'août, mais il n'y a plus qu'une seule centrale nucléaire qui est visée par des tirs, c'est celle de Zaporijjia, et elle est visée par des tirs ukrainiens. Donc s'il y a un risque de débordement nucléaire du conflit, alors avec non pas un tir de bombes, d'armes nucléaires, mais avec de la radiologie parce qu'on aurait touché un réacteur ou ce genre de choses, ce sera de la faute de l'Ukraine, parce que pour le moment, il n'y a que l'Ukraine qui frappe une centrale nucléaire, il n'y a personne d'autre qui le fait. Voilà. Et donc au mois d'août, on a eu des drones qui ont visé la centrale nucléaire de Koursk. Voilà, et c'était pas des drones russes, vous vous en doutez bien. Voilà, alors parallèlement à ça, sur le plan politique, hier on a assisté en fin de journée à un moment stellaire, unique, hein, une déclaration commune, enfin une conférence de presse commune entre donc Zelensky et Kamala Harris, où Kamala Harris n'a rien trouvé de mieux que de nous refaire le couplet le peuple américain soutient l'Ukraine, alors que les États-Unis, déjà en termes de politique étrangère, un Américain, quand vous lui dites Paris, il va vous répondre automatiquement Texas, il va jamais vous parler de notre capitale, hein, ou quasiment jamais. L'Ukraine est le rempart de la liberté, comme nous l'avons démontré au cours de notre histoire. Il faut que nous soyons au rendez-vous, etc. Enfin bon, bref, toute la logorée indigeste habituelle. Et donc, Zelensky a dit, moi, je soutiens Kamala Harris contre Trump, bien sûr. Alors, tout ça, je vous le dis tout de suite, à l'égard des électeurs indécis aux États-Unis, ça va donner des voix supplémentaires à Trump. Ça va pas donner des voix supplémentaires à Kamala Harris, hein, parce que les Américains, eux, ils n'ont qu'une seule notion qui les intéresse, c'est leur économie d'abord, leur bien-être au quotidien, et c'est tout. Et donc pour eux, l'aide à l'Ukraine, c'est encore des milliards de dollars qui s'en vont dans la nature aux dépens des citoyens américains et de l'économie américaine. Même si par le rebond dans certains secteurs du complexe militaro-industriel, ça peut aider certaines entreprises à maintenir de l'emploi, à créer de l'emploi, puisqu'on a vidé les stocks et qu'il va falloir reproduire derrière, mais ça reste insuffisant à l'échelle de tout le pays pour justifier sur le corps électoral qu'on continue d'aider l'Ukraine. Surtout qu'on ne voit
toujours pas pourquoi. Parce que là, vous lisez la presse anglo-saxonne, tout le monde est là à dire, bon bah voilà, l'Ukraine est foutue. Hein, l'offensive à Kursk a complètement fait pchit, hein, c'est terminé. Ça a coûté des milliers d'hommes, ça continue d'ailleurs d'en coûter des centaines tous les jours. Donc aujourd'hui, le citoyen électeur américain, il ne voit absolument pas l'utilité de continuer tout ça. Et on apprend, dernier roulement de tambour médiatique, on apprend que les Américains vont livrer. Biden s'amuse à jouer sur les mots pour, au niveau international, dire voilà, ça y est, j'ai autorisé les frappes à longue portée. Non, Joe, le Pentagone t'a dit c'est niet et c'est toujours niet parce que ce qu'on va fournir à l'Ukraine, ce sont des bombes planantes, hein, des JSOW AGM 154. Hein, qui sont donc capables avec des sous-munitions de frapper des cibles molles ou éventuellement des installations de DCA. On a vu les Russes avec leur modèle à eux frapper des installations de missiles anti-aériens ou des batteries des batteries anti-aériennes d'ailleurs, pardon, c'était pas d'autres types de cibles, et leur portée c'est 130 km maximum, et il faut qu'ils soient embarqués sur nouveau roulement de tambour des F-16. Alors même si on peut imaginer qu'il y aura encore peut-être des modifications sur les derniers Sukhoi qui restent aux Ukrainiens pour pouvoir les emporter eux aussi, on va avoir quoi? Une flotte où il n'y a même pas une dizaine d'appareils qui vont être capables de faire ça. Et on nous dit c'est ça qui va faire la bascule. Alors déjà, il faut que ces appareils-là, pour ce qui concerne l'éventuelle adaptation sur des Sukhoi, on le fasse. Alors des fois, on nous fait des annonces et on découvre que ça a déjà été fait, donc pourquoi pas. Mais si c'est avec les 6 F-16 opérationnels dont dispose l'Ukraine, mais c'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde, c'est se moquer des soldats ukrainiens et du peuple ukrainien qui va avaler cette couleuvre-là en se disant ah bah, ça y est, les Américains nous donnent accès. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors sur le front des opérations, cette nuit, on a eu une vague de frappes russes. Hein. Donc on a eu des drones qui ont frappé les villes d'Odessa, d'Ismaïl et de Reni. On a eu des frappes qui ont été menées par des Kinjal, notamment sur une base aérienne donc de Starokonstantiniv. Excusez-moi si je me suis trompé sur la prononciation, où on suppose que c'est sur cette base-là qu'étaient ou que sont les F-16 dont on vient de parler. Voilà. Et que c'est peut-être aussi là que sont stockées une partie des bombes guidées que possède déjà l'Ukraine. Et puis on a aussi une entreprise Motorsiche qui a été touchée, puisqu'on suppose que c'est là que sont construits produits les drones ukrainiens. Voilà, donc les Russes continuent de frapper dans la profondeur dès qu'ils ont identifié des installations. S'ils ont utilisé des Kinjal pour frapper cette base aérienne ukrainienne, c'est que vraisemblablement ils avaient une information de très haute qualité, hein, qui pouvait certifier peut-être même à plus de 100%, si on peut le dire, que les F-16 étaient bien là, parce qu'on gaspille pas du Kinjal sur des cibles qui ont peu de valeur ajoutée, ou quand on a un doute, hein, les Kinjal coûtent assez cher, donc si on les déploie et qu'on les utilise, c'est pour frapper quelque chose où on est sûr de la nature de la cible et qu'on va pouvoir la détruire. Donc il va falloir voir dans les jours qui viennent, avec les images satellites, qui est arrivé à cette base en termes de dégâts, et si on distingue éventuellement des carcasses ou des morceaux de carcasses de F-16 ou d'autres types d'avions, des rares avions de l'armée de l'air ukrainienne. Alors sur le front lui-même, donc on va passer aux cartes, on va commencer comme d'habitude par le nord et la région de Koursk. Donc dans la région de Koursk et notamment autour de Soudja, on a toujours les tentatives donc de l'armée ukrainienne sur le flanc sud, hein, dans le secteur de Pavlivka et Obodi, et vraisemblablement toutes les opérations, comme ce qu'on disait déjà mardi, toutes les opérations offensives qui sont menées dans ce secteur par l'armée ukrainienne sont toutes repoussées, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque
opératif pour l'offensive que les Russes mènent d'ouest en est, donc en direction, vous le voyez, de Sverdlikovo ou de Lyubimovka. Tout ça peut se poursuivre sans difficulté particulière. Dans le secteur de Korenevo, les troupes russes, elles, continuent donc toutes les opérations de sécurisation des zones forestières, des zones boisées qui se trouvent donc à l'est de cette localité. Et on a donc dans le secteur de Plekovo, pareil, la majorité des contre-attaques qui sont menées par l'armée ukrainienne qui, là encore, sont repoussées. Alors on n'a pas eu de progrès, Plekovo, vous voyez, c'est au sud de Souja. Donc c'est l'autre bout de la pince qui est organisé pour encercler la base du saillant ukrainien. Et donc les tentatives pour repousser cette pince russe sur ce flanc oriental, eh bien, n'aboutissent pas non plus, ce qui fait que les opérations russes vont pouvoir, à mon avis, se relancer. Depuis mardi, ça a été assez calme. Les Russes se sont concentrés sur la défense de leurs acquis, ou la sécurisation de leurs acquis, et pour repousser les contre-attaques ukrainiennes. On sait que les Ukrainiens, malgré cette situation très difficile, ont continué d'injecter des troupes dans le saillant, et des troupes d'élite, ou réputées d'élite. Donc on voit que c'est de la folie. Certains observateurs au SINT évoquent aujourd'hui le seuil des 600 000 pertes morts et blessés irrécupérables du côté ukrainien. C'est une véritable saignée, Donc ça, c'est sur le front de Koursk. Ensuite, on va passer directement sur le front de Pokrovsk. Donc Pokrovsk, qui n'apparaît pas, c'est le secteur de Pokrovsk, mais ça n'apparaît pas, c'est au nord de Petrivka, que vous voyez en haut de la carte. Donc les combats se poursuivent de part et d'autre de Selidové. Depuis Mikhailivka. On a la confirmation que l'attaque a été menée depuis Ukrainsk par-dessus la voie ferrée a bien réussi, qu'elle a permis de s'emparer donc de la voie ferrée, comme je l'expliquais mardi, et de la dépasser. Et on a toujours, vous le voyez, là j'ai mis une série donc de flèches. Alors ici à l'est de Chernik, vous avez toujours des attaques russes plein sud, et puis tout au sud du saillant, vous avez trois axes d'attaque différents des Russes pour continuer de fermer la pince sud par rapport au saillant qui est toujours là. Les Ukrainiens ne l'ont toujours pas évacué à l'est de la ligne qui va de Chernik à Vovchenka. Voilà, pour le moment, les Ukrainiens s'accrochent toujours là, et les Russes mènent des attaques locales. C'est pas là on voit qu'il y a une baisse d'intensité dans les attaques. Alors peut-être est-ce dû à la rotation à l'intérieur des unités russes. Je vous invite à voir la vidéo qui a été faite par Wib Union hier là-dessus, où il explique que les unités russes au sein d'un même régiment ou d'une même brigade, on fait tourner les compagnies de combat de telle sorte à ne pas les épuiser, et donc c'est peut-être une des raisons des petites pauses auxquelles on assiste dans ce secteur, parce que on fait tourner les unités après que on ait gagné un certain nombre de positions. Eh bien les unités sont bien sûr fatiguées, on subit de toute façon des pertes, et donc on fait une rotation et on relance l'attaque une fois que les nouvelles unités sont arrivées, et donc il faut le temps de prendre connaissance du terrain et du secteur. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Pokrovsk. Le secteur qui a fait le plus parler de lui, on l'a assez partagé sur Veille Stratégique au cours de ces derniers jours, c'est celui d'Ougledar, où là on voit que les Russes sont dans une situation qui est extrêmement favorable, puisque on n'a plus... Alors d'abord, ils ont réussi à prendre pied dans Ougledar, donc ça c'est extrêmement important dans toute la partie orientale de la ville. Ils ont conquis quasiment la moitié des quartiers de la ville, et il ne reste plus, puisque vous voyez que
les flèches rouges qui sont de part et d'autre du secteur nord de la ville montrent les avances extrêmes des Russes, alors telles qu'on les a constatées hier soir, eh bien vous avez un couloir, un corridor d'1,2 km à peine qui reste entre les mains des Ukrainiens pour évacuer ou pour être renforcé. Alors je pense pas que quelqu'un sera assez fou, enfin je l'espère, pour envoyer des renforts franchir cette zone-là qui est une véritable killing zone sous les feux directs là des fantassins russes. Il n'y a pas besoin là de parler d'artillerie ou ce genre de choses. Vous êtes avec votre AK-74, vu sa portée, et vu que là vous n'avez que 2 haies qui coupent les champs, vous pouvez mitrailler tout ce qui passe de part et d'autre. Et puis alors je parle même pas de tout ce qui concerne les appuis-feu, mortiers ou ce genre de ou lance-grenades ou ce genre de choses. Si vous passez là, il y a très peu de chances que vous en ressortiez indemne dans un sens comme dans l'autre. Donc aujourd'hui, quid de la garnison qui est encore dans Ougledar? Que va-t-il lui arriver? Voilà, c'est absolument pour le moment la grande question. Alors j'ai mis une flèche pointillée en ce qui concerne la progression russe maintenant dans Ougledar. Est-ce que les Russes vont refaire un nouvel assaut, ou est-ce que l'assaut qu'ils viennent d'opérer en début de semaine, qui leur a permis de conquérir ces quartiers, va les obliger à faire une rotation pour ramener des gens frais et reprendre, et qu'on aura une nouvelle progression que en fin de semaine prochaine? On va suivre ça avec attention. Ou est-ce que les Ukrainiens vont tenter enfin de sortir, ou est-ce qu'on aura sacrifié des soldats inutilement pour tenir ce qui reste à tenir dans cette ville, au risque qu'ils soient tués, blessés ou prisonniers? En tout cas, d'un point de vue médiatique, ce qui est absolument... Mais alors, on en rirait s'il n'y avait pas la vie de ces soldats ukrainiens sur la table, c'est que on a l'ISW, et donc tous les médias qui chantent la chanson de l'ISW depuis 2 ans, qui nous disent « Ah mais oui, mais de toute façon, maintenant, Ougledar, ça n'a plus d'intérêt. » Alors, quand les Russes ont pris une belle dérouillée tactique au mois de février l'année dernière, c'était parce que Ougledar, c'était le poste avancé de la défense ukrainienne, qu'il fallait le tenir, que c'était un secteur stratégique, etc. Puis là que maintenant les Russes vont prendre la ville, parce que c'est évident qu'ils vont la prendre, ce sera soit en refaisant un assaut, profitant de l'affaiblissement de la garnison ukrainienne, pas simplement en termes de nombre d'hommes, mais simplement parce que on peut plus leur donner de munitions, on peut plus les approvisionner ou ce genre de choses en nourriture, en médicaments. Donc soit ils vont tomber sous les coups d'un assaut, soit ils vont être obligés de se rendre, soit ils vont essayer de s'enfuir et ils vont être annihilés. Donc aujourd'hui, maintenant que cette éventualité-là est la seule qui reste sur la table, l'ISW nous dit non, ce sera pas une grande victoire russe. Lamentable. Lamentable, et surtout d'un irrespect total pour les hommes qui sont en train de se battre là-bas. Je parle pas bien sûr des Russes qui sont à la manœuvre, mais quand on est du côté, comme c'est le cas de l'ISW, depuis le Maïdan, qu'on soutient l'Ukraine et qu'on parle comme ça de ce lieu pour lequel ces hommes sont en train de mourir en faisant Cameron, c'est lamentable. 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 Et c'est là que ça prouve bien que l'Amérique a sacrifié et les néoconservateurs ont sacrifié les Ukrainiens sur l'autel de leurs seuls intérêts, et que malheureusement les Ukrainiens se sont fait complètement avoir dans cette histoire. Voilà. Et tout ça est en train de le prouver, et la façon, parce que l'ISW, n'oubliez pas, c'est Madame Kagan, Madame Nuland, pardon, c'est Monsieur Kagan, c'est les amis de Monsieur Blinken, etc. Donc on est vraiment au cœur de l'appareil d'État américain et des soutiens, d'une partie des soutiens de Biden. Voilà comment ces gens-là retournent leur veste en moins de 2 ans, en 18 mois, et voilà comment ils parlent de la vie des soldats ukrainiens qu'ils ont envoyés mourir là-bas. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire. Donc, on vous offre un bulletin de 20 minutes de plus que d'habitude, quasiment.
parce que l'actualité est très dense et qu'on peut pas faire autrement et qu'on va pas passer sur les sujets brièvement. Donc merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci pour vos commentaires positifs. Et puis je vous dis donc à mardi et à partir de la semaine prochaine sur Patreon, on commencera, on verra ce qu'on trouve comme information, hein, mais dès qu'on aura des vidéos de combat, on continuera comme on l'a fait en essai là au mois de septembre, on les publiera mais avec un commentaire, alors soit des informations surimprimées sur la vidéo, soit avec mon commentaire pour avoir une petite analyse et une valeur ajoutée. Un très bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.